Merci à LexisNexis, merci à Sokish. Plénière de fermeture, on a avec nous quelqu'un qui était l'invité d'honneur l'année passée à l'égalité version 16. Cette année, il est de retour avec nous pour une présentation un peu plus étoffée. Monsieur Son Ngoc, il est YouTuber, fondateur de Superbacked, ambassadeur de la vie privée. Il est chercheur spécialisé dans la cybersécurité, de la protection de la vie privée et la cybersécurité. Et il gère Superbacked. Il a fondé Superbacked, une plateforme de gestion de secrets utilisée notamment dans le domaine de la planification successorale. Le titre de sa présentation, mais en toute logique, le rôle émergent des avocats dans la planification successorale des actifs numériques. Avec Bitcoin qui a fleuré les 90 000 Canadiens, je pense que sa conférence aura toute sa pertinence aujourd'hui. J'invite Son on stage. Bonjour tout le monde. Tout un marathon aujourd'hui. Merci à ceux et celles qui sont avec nous en ce moment. Oui, comme Nareg l'a dit, Bitcoin est back in bold territory. Je ne sais pas ici qui ça intéresse, par curiosité. Je pense que je peux ajuster un peu ce dont je vais parler aujourd'hui. Je suis un expert en matière de protection de la vie privée puis de la cybersécurité. Je suis aussi un YouTuber, comme Nareg a dit. Je peux aller très, très deep dans le rabbit hole. Puis vraiment, ça va être un peu à vous de me guider. Donc, ça se peut que je vous pose des questions au fur et à mesure qu'on avance. Qui ici sait c'est quoi Bitcoin? All right. Vous n'êtes pas obligé de répondre nécessairement, mais je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont du exposure à Bitcoin d'une façon ou d'une autre. Je pense que ce qui nous réunit aujourd'hui, avant d'être, entre autres, des avocats, moi je ne suis pas avocat, je suis un technologue, mais c'est qu'on est pas mal tous des milléniaux. On est toutes des personnes qui commençons à avoir des données encryptées sur des ordinateurs. On est des personnes qui peut-être ont du Bitcoin. On est des personnes aussi qui commencent à avoir des enfants, et certains d'entre vous qui ont probablement déjà des enfants. Puis on se pose la question, c'est bien beau avoir toute cette sécurité-là dont on parle depuis essentiellement toute la journée, mais puis on se protège, on protège nos données personnelles, mais toute cette protection-là fait en sorte que ça devient extrêmement difficile de transmettre certaines de ces données-là aux gens qu'on aime quand quelque chose nous arrive. J'aimerais ça vous parler aujourd'hui d'une industrie émergente qui, selon moi, va valoir des milliards de dollars pour les avocats au cours des prochaines années. Je ne sais pas ici, par peut-être lever de main, qui travaille dans le domaine successoral? Ouch! OK. Y a-t-il des avocats fiscalistes dans la salle, par hasard? Wow! OK, un petit peu. Wow. OK, écoutez, je vais compter sur toutes vous autres pour être des ambassadeurs puis parler de ça à vos collègues parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans la salle. Il y a quelque chose de vraiment intéressant qui se passe. Mais avant de vous raconter comment tout ça va converger en une opportunité, selon moi, qui va valoir plusieurs milliards de dollars pour les avocats, j'aimerais ça qu'on go down memory lane pour essentiellement comprendre comment on s'est rendu à aujourd'hui. Je ne sais pas d'entre vous qui ont eu, puis là, on ne voit pas très bien, là, c'est sombre, mais qui a eu cet ordinateur-là à la maison? Pas plus? Qui connaissait quelqu'un qui avait cet ordinateur-là à la maison? OK. À l'école. Ou qui l'a vu à l'école? OK. Cet ordinateur-là a vraiment changé nos vies. C'est Steve Jobs qui a créé le premier ordinateur personnel qu'on avait à la maison. Qu'est-ce que j'aime de cet ordinateur-là d'un point de vue technologique? C'est qu'il était un petit peu dumb. C'était pas un smart computer, c'est un ordinateur qui, puis là, peut-être que l'analogie est un peu bizarre, mais c'était comme un blender. Ça faisait certaines choses, puis pour faire ces choses-là, il fallait être à la maison devant l'objet physique. Si on l'utilisait pour faire du dessin ou pour entrer des données, les données étaient sur cet ordinateur-là. Il n'était pas sur le cloud, là, ça n'existait pas. Il n'était pas sur Internet. On ne pouvait même pas les envoyer par email. Il fallait mettre ça sur un floppy disk, puis aller en personne, le donner à quelqu'un. Puis dans le monde des nerds, on a un mot pour ça, on appelle ça sneakernet. C'est-à-dire, on y va, puis on amène le floppy disk à quelqu'un. On fait encore ça un peu avec les clés USB maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet ordinateur-là, si quelqu'un arrivait à notre maison et le volait, cette personne-là avait accès aux données sur l'ordinateur. C'est évidemment un problème, mais la solution, c'était un peu comment on protège nos autres biens physiques. On avait un système d'alarme, on ne laissait pas la porte de chez nous ouverte. Tout ça a changé
Puis, je pourrais parler de ça à peu près 38 heures, mais avec tout ce qui s'est passé au niveau de la révolution d'Internet, au niveau des fournisseurs infonuagiques, des plateformes Facebook, Google, etc., on a commencé à prendre toutes ces données-là qui étaient chez nous, derrière notre porte barrée, sur ce petit appareil-là qui n'est pas connecté, puis on a commencé essentiellement à les téléverser sur l'ordinateur d'un tiers. Fait que je ne sais pas, puis j'aurais aimé ça que tout le monde ait un mic là, pour que ce soit un peu conversationnel, mais je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez que le cloud est, puis je ne sais pas si c'est rendu assez mainstream, qu'est-ce que c'est. Mais le cloud, c'est essentiellement l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Fait qu'on s'est mis à prendre toutes ces données de plus en plus personnelles-là, puis on s'est mis à les uploader sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Fait qu'imaginez que mes messages les plus intimes, je les mets sur ton ordinateur. Puis après ça, je les mets sur le tien. Puis après ça, je le mets sur le sien. Parce que c'est vraiment ça qu'on fait. Fait que quand on parle de vie privée, puis c'était intéressant la conversation avant, on parle de protection de la vie privée, puis de comment l'État, d'un point de vue législatif, force les entreprises à faire les choses. Mais si on a appris quelque chose, c'est que les entreprises veulent aller vite. Move fast, break things. Puis ça s'applique aussi au droit. C'est comme, on s'en fout d'être sued parce que, you know what, notre compagnie va valoir 50 milliards de dollars by the time we're sued, so what the... OK. Bon, ça m'a amené à réaliser à titre de technologue, ça faisait 15 ans que je bâtissais des plateformes technologiques, ça m'a appris à commencer à être un petit peu douteux de ces ordinateurs-là, des tiers. À l'époque, je bâtissais une plateforme analytique. Mon défi, là, c'était de traquer les gens. C'était un jeu qui était vraiment intéressant, mais en même temps, traquer les gens, c'est quelque chose que j'ai découvert qui était vraiment dangereux. Je pense que les révélations d'Edward Snowden nous ont vraiment appris que toutes ces données-là, très personnelles, qu'on upload sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre, bien, il y a d'autres personnes qui ont accès à ces ordinateurs-là, notamment les gouvernements. Puis, je ne veux pas dire de façon conspirationniste que tous les gouvernements sont malicieux, mais pour ne pas nommer certains pays, si tu publies des choses sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre dans certains pays, bien, la police débarque chez vous puis t'enferme dans un trou, right? Puis, si j'ai appris une chose, c'est que les gouvernements changent. La structure de pouvoir change, mais ces données-là qu'on a mises sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre, ça ne change pas. Ces données-là sont probablement là à perpétuité. J'ai fait des études vraiment poussées au niveau de l'analyse forensique sur les disques durs. Puis, guess what? Tous nos ordinateurs qu'on a avec les disques durs SSD, dans la grande majorité des cas, une exception notoire étant Apple, les nouveaux ordinateurs M1, M2 d'Apple, on ne peut pas supprimer de données d'un disque dur. Quand on prend un fichier puis on le supprime, on ne l'efface pas véritablement. On dit au contrôleur du disque dur, « Hey, ce fichier-là, là, tu peux réécrire par-dessus éventuellement. » Sauf que tous les disques durs SSD, on ne peut pas écrire dessus des milliers de fois. Il y a quelque chose qui s'appelle du wear leveling qui se fait, puis on écrit sur la donnée d'à côté et celle d'à côté. Puis à la fin d'un cycle, on recommence à écrire par-dessus les fichiers qui ont été supprimés. Fait que ce qui est important de se rappeler ici, c'est que tout ce qu'on publie sur notre propre ordinateur ou sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre, puis c'est encore pire, bien, ces données-là sont disponibles probablement à tout jamais. Même avec tout le contexte législatif qui est en place, moi, je n'y crois pas que les organisations suppriment véritablement leur backup quand vous faites delete. Puis, ça devient encore plus inquiétant parce qu'on a vu avec le scandale de Cambridge Analytica que beaucoup de ces données-là étaient mises à la disposition d'entreprises qui aidaient les politiciens à gagner des élections. Donc, essentiellement, on manipulait les élections en connaissant vraiment bien les gens. Donc, c'est ça qui m'a amené à créer une chaîne YouTube puis à publier en haut de 150 épisodes pour éduquer les gens par rapport à la vie privée. Parce que c'est une chose, approcher ça du point de vue législatif, mais l'endroit qui matters most, c'est qu'est-ce qu'on publie, comment on utilise ces ordinateurs-là. Donc, si jamais vous voulez apprendre un petit peu plus sur comment protéger votre souveraineté technologique, j'ai un paquet d'épisodes sur YouTube, vous pouvez aller voir. Maintenant, ce que j'ai découvert, c'est aussi qu'il y avait de la lumière au bout du tunnel. Les fournisseurs commençaient à être conscients de tous ces enjeux-là, commençaient à être conscients que le Mac qu'on a vu au début de ma présentation, que n'importe qui le vole peut voir les données dedans, c'est pas bien. Ça serait pas mal mieux si cet ordinateur-là était encrypté. Si l'ordinateur est encrypté, ça veut dire que si tu ne connais pas le mot de passe,
ben, tu ne peux pas avoir accès aux données sous-jacentes. Apple est un des pionniers là-dedans. Ils ont créé quelque chose qui s'appelle File Vault, que vous devriez tout activer sur vos Mac, et ce n'est pas fait par défaut. Cette technologie-là fait en sorte que si tu ne connais pas le mot de passe de l'ordinateur, même un technicien en informatique qui se connecte sur le disque dur lui-même ne peut pas extraire l'information. Donc, c'est super important d'utiliser l'encryption. Je pense que dans le domaine Enterprise, c'est un petit peu plus fait, mais c'est définitivement pas tout le temps fait à la maison. Puis, pour ce qui est de tous les fournisseurs infonuagiques, je ne sais pas qui ici connaît quelqu'un qui s'est fait hack son compte Facebook ou qui s'est fait hack son email. Une petite histoire drôle, juste pour rire, là, il y avait une fille cute quand j'étais au secondaire, puis j'espérais vraiment comme réussir à lui parler, puis j'étais bien gêné, j'étais un nerd, là, on va se le dire. Mais la fille en question commence à me parler sur Messenger. Puis là, je capotais bien raide, mais c'était pas elle. On a finalement été sur une date, mais c'était pas elle. Fait que, essentiellement, pour mitiger ça, on ne devrait jamais utiliser le même mot de passe. Fait que pour tous ceux ici là, qui utilisent les mêmes mots de passe en 2024, il faut à tout prix utiliser un gestionnaire de mots de passe parce que les humains, on est vraiment pourris à créer des mots de passe. Maintenant, vous allez peut-être commencer à vous demander pourquoi je vous raconte toute cette histoire-là. C'est parce que les ordinateurs commencent à être encryptés, ce qui est super important. On commence à avoir des gestionnaires de mots de passe, puis on ne connaît même plus nos mots de passe à toutes nos bébelles. Mais qu'est-ce qui arrive si on se cogne la tête? Qu'est-ce qui arrive quand on décède? C'est l'enfer. Le nombre de personnes à qui j'ai parlé qui ont perdu toutes leurs photos de famille parce que leur père est décédé puis ils ne peuvent pas rentrer dans l'ordinateur. Les gens qui ont des gestionnaires de mots de passe, puis que tous les mots de passe sont là-dedans, puis là, les personnes décèdent, puis les personnes qui héritent, ben, ils ne savent même pas c'est quoi les comptes bancaires, ils ne savent pas c'était quoi les placements, puis là, après ça, c'est une course au trésor, c'est vraiment fou. Puis après ça, tu ajoutes l'authentification à double facteur. Fait que tout le monde ici qui a eu ces codes-là à 6 chiffres, on va se dire, excusez mon langage, ils font chier, mais ça fait en sorte que dans certains cas, quand on réutilise les mêmes mots de passe, ben, on n'est pas capable d'avoir accès, même si le mot de passe fait partie d'une fuite de données, à cause qu'il faut également un code à 6 chiffres, ou encore mieux, une clé de sécurité. Les clés de sécurité, c'est quelque chose que vous avez peut-être utilisé au travail, mais c'est une clé physique qui permet de lutter contre les attaques de hameçonnage. C'est assez fou maintenant comment, quand tu cliques sur un lien dans un email qui te dit que tu n'as pas payé ton compte, puis qu'ils vont suspendre tout comme imminemment, puis que là, tu cliques puis tu login, mais en réalité, tu viens de donner tes credentials à un attaquant. Bien, avec les clés de sécurité, on n'est pas capable de faire ces genres d'attaques-là. Maintenant, le problème avec tous ces outils technologiques-là, c'est qu'on commence à ajouter de plus en plus de couches de complexité. Puis, dans un contexte de gestion successorale ou de planification successorale, est-ce que dans le bilan patrimonial, on pose la question à l'utilisateur, as-tu des crypto-monnaies? Est-ce que ton ordinateur avec les photos de famille est encrypté? Est-ce que tu as un gestionnaire de mots de passe? Est-ce que quelqu'un va avoir accès à ça? Puis après ça, nous, quand on se fait poser ces questions-là, on se pose rapidement la question, shit, à qui je peux faire confiance? Est-ce que je peux faire confiance à ma blonde ou mon chum du moment? Right? Est-ce que je peux faire confiance à mes enfants qui sont peut-être trop jeunes? Est-ce que je peux faire confiance à mes parents qui, eux, essentiellement, font des service calls avec moi à tous les jours, tu sais, pratiquement? À qui peut-on faire confiance quand ces données-là commencent à être encryptées, quand on a des gestionnaires de mots de passe, etc.? Donc, si tout ça vous fait tourner la tête, vous n'êtes pas tout seul, la tête de pas mal tout le monde tourne, puis quand on amène autour de la table Bitcoin ou autres crypto-monnaies, ça devient encore plus difficile. Ça devient encore plus difficile parce que maintenant, ces données-là, qui sont chiffrées, ces accès-là à ShakePay ou autres échanges, peuvent contenir du Bitcoin ou autre crypto-monnaie qui peut valoir beaucoup d'argent. Donc, en ce moment, Bitcoin est dans les 10 catégories de asset class qui vaut les plus chers au monde. Donc, des gens qui ont 100 000 plus en Bitcoin à Montréal, vous en voyez à tous les jours quand vous marchez dans la rue, probablement. Tous ces gens-là ont une valeur qui va accroître statistiquement au cours des prochaines années, qui pourrait dépasser 1 million, 2 millions, 3 millions. Et ces gens-là, souvent, n'ont pas en place un bon système pour planifier qu'est-ce qui arrive si jamais ils se cognent la tête ou qu'ils décèdent.
Maintenant, j'ai beaucoup aimé le talk d'avant parce qu'on parlait encore une fois beaucoup de protection au niveau légal. Ce qui se passe, ça, c'est tout dans l'univers du Web 2 qu'on appelle. Donc, les gens utilisent des fournisseurs tiers pour gérer les clés au niveau des crypto-monnaies. C'est-à-dire que quand on utilise Binance, Coinbase, ShakePay ou BitBuy, ben, les bitcoins ne sont pas vraiment à nous. On fait confiance un peu au Facebook de la crypto, si tu veux, pour dire, écoute, j'aimerais ça acheter de la crypto, mais soucie-toi là, des clés, right? C'est pas génial parce que d'un point de vue souveraineté technologique, ça veut dire que tu n'es pas détenteur de tes clés. Qui ici reconnaît ce petit visage par lever de main? Bon. Ça, c'est Sam Bankman-Fried. C'est lui qui a fondé et qui roulait FTX, qui était le plus gros échange de crypto-monnaies au monde. Puis, à travers de l'ingérence, il a perdu 8 milliards de dollars de fonds qui appartenaient à des gens comme vous. Plusieurs personnes qui avaient acheté du Bitcoin, puis ça faisait partie de leur legacy dans un sens. C'était leur fonds de retraite. Ils ont tout perdu. L'alternative, c'est le Web 3. Le Web 3, c'est un web qui est beaucoup plus décentralisé. What if que toutes vous étiez propriétaire de vos données, puis que ces données-là étaient encryptées sur vos appareils et que ça vous permettait d'être souverain technologiquement parlant? Ça veut dire que les cyberattaques de volume seraient beaucoup moins dangereuses parce qu'il faudrait littéralement que j'aille chez vous chercher votre appareil de crypto-monnaie pour être capable d'extraire les fonds. C'est pour ça que je suis vraiment content de la cryptographie asymétrique. C'est une méthode d'encrypter des données où, dans le contexte de Bitcoin, exemple, tu as une clé publique qui te permet de recevoir du Bitcoin, mais tu as une clé privée qui te permet de dire sur la blockchain, bien ça, c'est mes Bitcoins. C'est toi qui as le droit d'y bouger d'une place à l'autre. Maintenant, l'alternative aux échanges centralisés, c'est des logiciels qui sont plus dans l'univers du Web 3. Donc ici, on a Electrum et on a MetaMask. Ces applications-là permettent notamment de générer des clés cryptographiques à même l'application et de signer des transactions sur la blockchain. Maintenant, évidemment, si c'est fait sur un ordinateur à la maison et que tu installes un paquet d'applications en même temps, il y a des chances que quelqu'un puisse avoir un virus sur ton ordinateur qui va extraire les clés. Heureusement, il y a d'autres nerds. Ici, c'est Pavol, qui est d'ailleurs un aviseur de Superbacked, qui a inventé l'appareil de crypto-monnaie. Ces appareils-là, ça ressemble un peu à des clés USB ou des petits disques durs. Ça permet de générer des clés et ou de signer des transactions sur la blockchain à même l'appareil. Ce qui est génial avec ça, c'est que même si ton ordinateur est compromis, l'ordinateur ne peut pas extraire les clés privées de l'appareil. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, c'est qu'on a gagné beaucoup en souveraineté, on a gagné beaucoup en sécurité, mais aux dépens de l'usabilité ou de la découvrabilité par un tiers. Tu as beau dire à ton notaire ou ton conjointe, j'ai l'appareil, il est dans le tiroir de bas, mais si la personne ne connaît pas le code, c'est absolument impossible, d'extraire les clés. Pourquoi je dis c'est que la plupart de ces appareils-là peuvent être vulnérables selon des attaques physiques, mais il faut quand même avoir l'appareil en main. Maintenant, quand on a un appareil comme ça, évidemment, il peut briser. Qui ici sait c'est quoi qu'il y a à l'écran? Juste par lever de main. OK. OK, intéressant. OK. C'est quoi? Comment ça s'appelle? Ouais. Ben, OK, intéressant. C'est un mnémonique. Donc, dans le contexte des crypto-monnaies, la personne que je vous ai montrée il y a 2 secondes, Pavol, il savait qu'une clé privée, qui est très, très comme informatique, là, genre des 1, des 0 ou quelque chose que l'humain a de la misère à s'en rappeler, il s'est dit c'est impossible de faire un backup de ça sur un morceau de papier. Parce que, guess what? Le papier, c'est probablement le meilleur support. C'est un des seuls supports qui va outlive toute bébelle techno. T'sais. Fait qu'il s'est dit ça, n'importe quel humain est capable de l'écrire sur une feuille. Maintenant, ça, c'est génial. Quand tu achètes un appareil, on te demande d'ailleurs de l'écrire sur une feuille. Le problème avec ça, c'est que si tu écris ça sur une feuille, ben, n'importe qui trouve la feuille, ben, c'est ses bitcoins. Right? C'est quand même assez fou. Puis, ça, c'est peut-être pas le bon chiffre aujourd'hui parce que ça fluctue en maudit ces temps-ci, mais ça, c'est le market cap de toutes les cryptos. Fait qu'on parle de 2,5 billions. Puis en français, billion, c'est super confusing, c'est trillion en anglais.
Donc, c'est comme un asset class qui est vraiment énorme et qui est en croissance fulgurante en ce moment. Donc, encore une fois, est-ce qu'on veut prendre les 24 mots puis les mettre dans une enveloppe puis donner ça à son avocat ou son notaire? Qui pense qu'il faut le faire? OK, c'est bon. Ça, tout le monde dort ou... OK. Mais ironiquement, ça arrive. Ça arrive parce qu'il n'y a pas d'alternative. Puis quand tu fais face à cette décision-là de « moi, j'aimerais vraiment ça que mes bitcoins, qui selon moi, il y a des chances remplacent l'or », qu'est-ce qu'on fait quand on réalise qu'on est des milléniaux puis on commence à avoir des enfants? Puis qu'on aimerait vraiment ça que nos enfants puissent hériter de ces avoirs numériques-là. Puis je répète que ça peut être les photos de famille, ça peut être un accès à différents comptes bancaires, sauf que dans le contexte des cryptos, c'est encore plus criant. Puis avec la bull run, ça devient criant pour beaucoup de personnes qui ont besoin d'aide. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut s'assurer que nos enfants peuvent hériter de ça? Mais qu'on ne peut clairement pas prendre cette phrase-là, puis la mettre dans une enveloppe, puis la donner à notre notaire. Bien, les gens commencent à être extrêmement créatifs. Okay? Les gens vont se dire, si on revient à notre fameuse phrase, les gens vont commencer à la couper en différents morceaux. Puis là, ils vont se dire, bien écoute, on va mettre 12 mots ici, puis 12 mots au chalet, puis je vais creuser un trou, puis je vais mettre ça dans une feuille de métal. Il y a comme une grosse mode là, chez les cypherpunks qui est de puncher ça dans une feuille de métal. Puis oui, c'est kind of cool, sauf qu'après ça, c'est une course au trésor. Là. Après ça, c'est là que ça devient vraiment fou, c'est que là, tu es comme, OK, tu as deux moitiés, mais le chien va peut-être manger une des deux. Là, puis si c'est en métal, ça va coûter cher le vétérinaire, sauf que ça se peut que tu en perdes une des deux. Fait que là, les gens, leur solution à ça, c'est OK, bien, on va faire des photocopies. Là, on va avoir 2 x 2. Puis là, on va en mettre une dans le mur, dans le sous-sol, puis on va en mettre une dans le cour du voisin. T'sais. Le problème avec ça, là, c'est qu'après ça, la solution, c'est bien là, j'ai besoin d'avoir une feuille d'instruction. Là, j'ai besoin, c'est ma feuille d'inscription, là, puis là, je vais aller voir mon avocat. Allez vous voir, moi, vous donner la feuille d'instruction, parce que j'ai confiance en vous, mais je n'ai peut-être pas confiance pour vous donner les 24 mots. Je vais vous donner la feuille d'instruction avec les coordonnées géographiques de où c'est que j'ai enterré mes affaires. C'est pas des blagues, là. Des gens qui ont mis ça dans des feuilles de gyps derrière des murs. Des gens qui ont coupé plein de morceaux de feuilles puis qui les ont mis à gauche, à droite. Des gens qui punchent ça comme on faisait dans le temps des pyramides dans des feuilles de stainless steel. C'est comme, c'est 2024, là, je comprends pas. Puis, ça m'a amené essentiellement à passer à travers les slides. Ah, puis je veux aussi mentionner ça. Ça ne s'adresse pas non plus juste aux gens qui ont de la crypto. En ce moment, les gens qui fondent des compagnies technologiques, avec tout le cadre réglementaire au niveau du PII, il faut que tes données soient encryptées. Mais qu'est-ce qui arrive si tu perds la clé d'encryption? Tu viens de crypto-shred ta compagnie. Si ton ingénieur, à qui tu as donné trop de privilèges sur AWS, pour sauver des coûts, parce que c'est, j'allais dire un mauvais mot, très cher les HSM, s'il décide pour sauver des coûts qu'il wipe ton HSM, tu viens de détruire toutes tes données. Right? Fait que dans le contexte des startups, moi je roule super-backed, il a fallu que je me dise, j'ai des investisseurs, si je crash dans le jet, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que mes investisseurs ou mon conseil d'administration vont être capables d'avoir accès? Donc, il y a aussi des enjeux dans le corporatif, puis souvent, j'oublie d'en parler, mais c'est vraiment important. Donc, pourquoi je vous ai raconté tout ça? Pourquoi on est passé de l'ordinateur personnel qui n'était pas encrypté puis que n'importe qui peut avoir accès à ça, à encrypter cet ordinateur-là parce que c'est extrêmement important, à utiliser un gestionnaire de mots de passe parce que tout le monde se fait hacker à tout bout de champ, à avoir de l'authentification en double facteur parce qu'on se fait hameçonner à gauche, à droite, à utiliser des clés de sécurité parce que c'est plus assez. Right? Bien, je vous ai expliqué tout ça, pour vous sensibiliser un peu par rapport à ces enjeux-là, mais pour vous dire que la personne normale n'est pas capable de compute all of this shit. La personne normale a besoin d'aide. La personne normale a quand même besoin d'avoir confiance en quelqu'un. Moi, je trouve qu'il y a un problème cyclique avec tout ce qu'on voit au niveau des blockchains, au niveau des password managers. Il y a un problème où tu n'arrêtes pas de t'enterrer en dessous d'une autre couche de sécurité. Puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu essaies de ne pas avoir confiance en quelqu'un, mais à la fin de la journée, il faut que tu aies confiance en quelqu'un. Puis, dans le contexte des
avoirs numériques, il y a 2 personnes que je vois qui vont aider. Il y a les banques qui font du wealth management au début, puis éventuellement peut-être la banque en général, puis il y a les notaires et les avocats. C'est des personnes de confiance qui opèrent dans le contexte d'un cadre déontologique, c'est des personnes qui travaillent dans le contexte d'un cabinet, c'est des personnes qui généralement, du moins dans le contexte nord-américain, en qui on peut avoir confiance, mais c'est aussi des personnes à qui tu ne veux pas donner ta phrase de 24 mots. Fait qu'il manquait quelque chose. À travers ma chaîne YouTube, à force de parler avec des gens à travers le monde, j'ai réalisé que c'était un problème qui était vraiment poignant pour énormément de gens. Le problème, c'est comment est-ce qu'on prend nos 24 mots et qu'on les protège d'une façon qui est simple, puis d'une façon qui permet d'établir un système de gouvernance qui fait en sorte que tu n'es pas obligé d'avoir 100% confiance en conjoint-conjointe, enfant, parents. Tu n'as pas besoin d'avoir 100% confiance en ton avocat, mais tu as toutefois une façon d'entrer ça, puis d'essentiellement créer un système de gouvernance qui permet, à l'aide de 2 des 3 blocs que vous voyez à l'écran ici, d'avoir accès aux données sous-jacentes. Le premier bloc, ici, c'est un bloc qu'on remet aux héritiers. C'est un bloc qui est accompagné d'un mot de passe qu'on entre dans le gestionnaire de mots de passe de toutes les personnes qu'on appelle des super custodians. Ce bloc-là, à lui seul, ne permet pas d'avoir accès aux données sous-jacentes. Ce bloc-là, c'est le bloc que nous, les utilisateurs, on a en notre possession. Le deuxième bloc, on peut le mettre dans un coffret de sûreté. Je trouve ça vraiment intéressant comment souvent la technologie, ça devient très immatériel, mais les humains, on est bons avec les choses matérielles. Une feuille de papier qu'on peut toucher, on sait quoi faire avec. On la met dans un coffret de sûreté. Maintenant, la banque qui trouve ce bloc-là n'est pas capable de rien faire avec parce qu'elle ne connaît pas le mot de passe, puis il faut 2 des 3 blocs pour être capable de récupérer les secrets sous-jacents. Le troisième bloc, il est pour vous, il est pour les avocats. Quand je vous parlais de l'opportunité qui, selon moi, va se développer puis va devenir une multi-billion-dollar industry, ce n'est pas juste aider les gens à créer les blocs, mais c'est aussi d'acquérir une nouvelle forme de clientèle. D'acquérir une clientèle qui va vous faire confiance avec un bloc, puis vous faites partie d'un système de récupération qui peut protéger des avoirs de 10 millions, 100 millions. Right? Ces avoirs-là accroissent au fil du temps, puis cette relation-là va vivre également au fil du temps. Puis quand la personne qui a créé un setup Superback comme ça va voir que le prix de Bitcoin est rendu à 1 million, bien, cette personne-là va vraiment peut-être vouloir acheter le chalet sur le bord du lac qu'elle a tout le temps voulu. Cette personne-là, par contre, va réaliser que, oups, elle n'a peut-être pas dit à l'État qu'elle avait en haut de 100 000 en biens étrangers. Elle n'a peut-être pas fait une divulgation volontaire. Si la personne faisait du staking, elle n'a peut-être pas payé son gain en capital sur le staking, puis elle va avoir besoin d'aide. Fait que le vrai cash pour les avocats, ce n'est pas au niveau de la succession. Il n'y a aucun avocat ici qui font de la succession, puis pourquoi? Parce que ça ne paye pas. Les avocats n'aiment pas ça, faire de la succession, c'est de la merde. OK? Mais je vais vous dire de quoi. Gérer une succession quand il faut liquider 50 millions à travers des OTC desks parce que les bénéficiaires veulent des dollars canadiens puis pas de la crypto, puis que les OTC desks chargent en moyenne 1% de frais de transaction, il y a du cash à côté à faire. Puis si vous avez acquis ce client-là au début de la relation et que vous avez l'équipe en place pour être capable de gérer cette situation-là, cette personne-là va faire affaire avec vous. Puis ça, c'est du vrai cash. Fait que je pense que pour les avocats, maintenant, de faire de la succession, ça va devenir extrêmement payant. L'autre chose, c'est que quand on conserve un bloc, puis ça, je m'adresse vraiment aux notaires puis aux avocats, bien, les gens qui paient un coffret de sûreté sont habitués de payer à peu près 100$ par année pour le coffret. Ils vont vous payer 100$ par année pour que vous conserviez un bloc dans votre voûte. Fait qu'on vient d'inventer le revenu passif pour les avocats et les notaires au niveau de la conservation de blocs. Donc, je vois vraiment une industrie émergente qui va être extrêmement prospère, une industrie émergente où on peut à la fois aider et encourager la souveraineté technologique, on peut encourager des bonnes pratiques, on peut encourager la décentralisation du pouvoir, la décentralisation de l'argent. On voit qu'il y a des banques qui tombent. C'est vraiment important d'être souverain. En tout cas, c'est une valeur qui, moi, me parle beaucoup.
Maintenant, on n'avait pas l'outil technologique pour le faire. L'outil existe maintenant, puis si jamais vous voulez le voir, on peut vous faire une démonstration au bout. L'outil existe, mais je le vois vraiment de la perspective de l'avocat comme étant un outil d'acquisition de clientèle. Un outil qui va permettre de développer cette clientèle-là au cours des prochaines décennies. Donc, moi, en tout cas, je suis extrêmement emballé par cette opportunité-là. Je ne sais pas si vous vous sentez prêt, individuellement puis à titre de professionnel, mais je peux vous dire que présentement, non seulement il y a des gens à Montréal qui cherchent désespérément de l'aide au niveau d'un avocat ou un notaire, je peux aussi vous dire que j'ai des gens à l'international qui sont prêts à fly à Montréal pour faire affaire avec un cabinet parce qu'ils veulent que leur bloc soit dans différentes juridictions à travers le monde. C'est une industrie hallucinante qui vient de dépasser 2,4 trillion dollars. Ça serait cool qu'on la desserve ensemble. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, on peut passer un micro. Oui. Oui, au-delà des crypto-devises, je me demandais si ce que tu présentais, ça permettait aussi de pouvoir léguer l'accès à tous nos appareils à nos descendants. Absolument. L'appareil, tu parles un iPhone, un Mac, un PC? Oui, c'est ça. Ben, puis mettons, si je change mon password puis que je ne l'ai pas dit au notaire ou à Superbacked ou à quoi que ce soit, qu'est-ce qui se passe avec ça? Oui, écoute, j'adore la question. Merci de la poser. Écoute, il y a des fonds. Je me permets juste de compléter. Ça inclurait aussi les clés, dans le fond de récupération, là, qu'on voit souvent dans les codes, qu'on peut télécharger 10 clés de récupération et autres. Là. Fait que c'est très, très. Ça, c'est monsieur, madame, tout le monde, là, pas juste pour les gens qui sont dans la crypto. Là. Oui. Comme on dit en bon jargon de start-up, tu as ton early adopter. Tu as la personne pour qui c'est un Advil et non une vitamine. Ça, c'est la personne en ce moment qui a 100 000 plus en crypto puis qui se dit « Calvaire, si mon enfant n'hérite pas de ça, là, c'est dommage en maudit. » Ça, c'est le early adopter. Maintenant, nous, on n'est pas une entreprise de crypto, on n'est pas une entreprise financière, on est une entreprise de gestion de secrets. Notre technologie permet d'entrer n'importe quel type de secret, ça peut être une lettre d'amour si tu veux, dans la app, puis de convertir ça en bloc encrypté. Pour revenir à ta question spécifiquement, à gauche, ou ma gauche, ouais, toi, en gris. Malheureusement, les fournisseurs les créateurs de technologie ne pensent pas tout le temps à ces enjeux-là, des enjeux de pérennité de données. Mac, on fait un travail spectaculaire. Quand tu actives FileVault, ce que ça fait, c'est que ça crée un ensemble de clés cryptographiques, dont une clé de récupération, qui, elle, ne change pas quand tu changes ton mot de passe. Cette clé de récupération-là, c'est celle-là que tu mets dans Superbacked. Puis, on va avoir des tutoriels sur notre chaîne YouTube bientôt pour essentiellement expliquer aux gens comment faire ça. Apple ont sorti un feature hallucinant au niveau d'iCloud où, oui, sont un fournisseur info-nuagique, mais en même temps, quand tu actives l'encryption end-to-end, c'est-à-dire que tes données sont chiffrées à même ton appareil, bien, ça génère une clé de récupération aussi. Puis cette clé de récupération-là, encore une fois, tu peux la mettre dans Superbacked. Pour répondre à la question chandail en blanc, au niveau de, exemple, l'authentification à double facteur, qu'est-ce que les fournisseurs font en ce moment? C'est que tu as un code QR que tu scannes avec Google Authenticator ou autre, puis ils savent que tu vas peut-être perdre ton téléphone, puis tu vas te retrouver les culottes baissées, entre guillemets. La solution à ça, c'est qu'ils te donnent des petits codes. Là. Ils t'en donnent 10, puis ils te demandent de les télécharger. Tu peux mettre ça dans Superbacked, mais c'est un peu, c'est pas optimal. Ce que tu peux faire, c'est prendre la app Superbacked, scanner le code QR. Superbacked va faire un backup des données sous-jacentes du code QR, puis Superbacked devient une app de 2FA, mais au niveau archivage. Ça veut dire que si, exemple, dans le monde de l'enterprise, tu as un compte AWS maître, tu peux prendre ton master password, master username et le code principal 2FA, puis mettre ça dans un système de gouvernance, puis donner des blocs à ton board. Comme ça, si jamais les founders, il leur arrive quelque chose, le board est capable de recover sans être obligé de passer à travers les mécaniques de récupération d'AWS qui peuvent être très, très longues. Puis si tu es dans un état de crise, ça peut tuer ta compagnie. Donc oui, on peut faire des backups de tous ces types de données-là. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question.
quand Superbacked reçoit des clients qui sont un peu plus nerveux, qui valent beaucoup d'argent, recevez-vous des questions genre « Why should I trust you? » Ben oui. Donc, c'est quoi ton elevator pitch pour répondre à ça? Comme on dit en bon Bitcoiner, proof of work. Écoute, j'ai créé une chaîne YouTube, j'ai 57 000 abonnés, j'ai créé 150 épisodes à travers lesquels j'ai prouvé à une audience à travers le monde, plus de 4 millions de vues, que I really, really care. Tout le code de la app est propriétaire pour des raisons de protéger notre business case. Mais il y a un épisode sur ma chaîne YouTube qui montre comment voir tout le code et faire un audit. Puis, la personne qui a inventé le portefeuille de crypto-monnaie, qui a inventé la phrase de 24 mots, c'est un aviseur de Superbacked. Donc, puis il y a des gens qui s'en servent dans 22 pays suite à l'annonce de ça sur ma chaîne YouTube. Donc, si on était des méchants, entre guillemets, on aurait été call out by now. C'est un peu ça qu'on dit. Maintenant, pour ceux qui ont des use cases très sensibles, tu parlais de family office ou de high net worth, des gens qui ont, il y a sûrement déjà plus de 100 millions sur la plateforme Superbacked. Les gens qui ont vraiment des gros montants, on les encourage à faire la génération des blocs, à effectuer la génération des blocs sur un ordinateur qu'on appelle air-gapped. C'est un ordinateur qui n'a pas accès à Internet. Puis on fournit même une version spéciale de Linux qui roule sur Ubuntu, mais que tout le système d'exploitation roule à partir du RAM et non du disque dur. Fait qu'une fois que tu as fait ta génération, puis tu peux même physiquement enlever la carte réseau. Puis c'est ça qu'on encourage. Fait que si l'ordi ne peut pas se connecter à Internet, si tu peux faire un audit du code, puis si ça ne laisse aucune trace d'un point de vue analyse forensique sur les disques durs internes de l'ordinateur, ben c'est possiblement la technologie la plus sécuritaire au monde pour faire ça. Salut, merci. Vous parlez beaucoup des individus qui pourraient utiliser le système des clients, qui sont des individus, mais il me semble qu'il y aurait beaucoup d'opportunités d'utiliser ces ressources pour des raisons néfastes, en fait. Et surtout avec les gouvernements qui se concentrent beaucoup maintenant sur la lutte contre le blanchissement d'argent transnational maintenant. Comment avez-vous, comme organisation, vous structurez d'une certaine façon afin de pouvoir contrer les effets gouvernementaux ou les effets de l'enforcement de la loi? Wow, cette question-là est vraiment intéressante, puis ça revient un peu à Edward Snowden ou à Christopher qu'on a vu tantôt. Qui ici a un couteau de cuisine chez eux? OK. Ben, vous pouvez tous être des meurtriers. Right? Est-ce qu'on va commencer à interdire les couteaux de cuisine? Je pense pas. Qui ici tient à sa vie privée? OK. Ben, est-ce que vous avez des rideaux dans votre chambre à coucher? Right? Quand vous vous changez? Oui. Est-ce qu'on va interdire les rideaux dans la chambre à coucher parce que ça se peut que tu sois en train de prendre ton couteau de cuisine? C'est une question morale qui est extrêmement délicate. Évidemment, on n'encourage pas tous les actes criminels. Maintenant, est-ce qu'on va commencer à approcher ça comme l'Australie ou je pense même l'Inde récemment, puis qu'on va commencer à être contre la cryptographie dans un sens large, parce que peut-être que les acteurs méchants utilisent la cryptographie pour communiquer entre eux. C'est un problème conceptuel. Il n'y a pas de solution. Ce que je peux te dire, c'est que, un, évidemment, on est contre ça. Deux, étant contre ça, il n'y a pas de solution qui permet d'avoir une vie privée puis d'avoir un niveau de sécurité qui est offert par la cryptographie contemporaine sans que des acteurs malicieux puissent s'en servir. Maintenant, nous, on croit beaucoup dans l'humain. On ne pense pas que tous les problèmes peuvent être résolus avec de la technologie. C'est pourquoi nous, on encourage dans le système de gouvernance Superbacked de faire affaire avec un avocat ou un notaire. Évidemment, l'avocat et le notaire peuvent faire ce qu'on appelle du KYC, Know Your Customer, à l'échelle humaine, ayant également le secret professionnel. Donc, je pense que notre plateforme permet de protéger la vaste majorité des individus sans nécessairement encourager des comportements négatifs. Puis à noter que nous, Superbacked, on sait absolument rien de nos utilisateurs by design. Quand vous utilisez Superbacked, on n'a pas d'analytics.
Si vous voulez nous fourrer au niveau du licensing, vous pouvez, parce que l'ordinateur peut être hors ligne. Donc, c'est ça. On ne peut pas faire grand-chose, puis je pense qu'on est obligé d'opérer de cette façon-là. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question. Oh, 2 questions. Au niveau aussi de la pérennité, dans l'éventualité où on parle de cas pour des successions, ça veut dire que ça se pourrait que ça soit dans 20, 30, 40 ans. Mm-hmm. Vous êtes une start-up. Je souhaite que ça soit à long terme, là, longue vie à ton projet. Mais si jamais vous n'êtes plus là dans 10 ans, dans 15 ans, il arrive quoi avec les gens qui comptaient là-dessus, justement? Oui, c'est une excellente question. Je vais commencer en disant que c'est une très, très grande responsabilité que je prends extrêmement sérieusement. Je pense que certaines personnes nous font confiance, puis c'est vraiment leur fortune personnelle, ou dans certains cas, c'est même pas des gens fortunés. Ils ont pris un bet, right? Puis là, le 10 000 qu'ils ont là-dessus, là, c'est everything. On prend ça extrêmement sérieusement. Il y a différents mécanismes en place au moment où on se parle pour mitiger une situation comme celle-là. Je vais aller de la moins bonne à la meilleure. Dans un premier temps, il y a des utilisateurs dans 22 pays présentement. Toutes les versions de la app sont signées cryptographiquement. Donc, tu pourrais même sur Reddit dire « Y a-t-il quelqu'un qui a Superback? Genre Superback went dead, il faut que je recover. » Puis tu pourrais vérifier l'intégrité du release puis être sûr que c'est un release original puis que la personne n'est pas malicieuse. Maintenant, ça c'est obviously une très, très mauvaise solution. La deuxième solution qui est un peu meilleure, c'est qu'on souhaite vraiment embarquer des gens comme vous qui vont être formés, certifiés Superback, puis qui vont devenir des opérateurs. Mon rêve, c'est que trouver un opérateur Superback, c'est comme trouver un Starbucks quand tu voyages dans une autre ville. C'est pas le meilleur café, mais it's dependable, right? Puis tu sais que ça va être une expérience fiable, peu importe où. Dans notre cas, je pense qu'on est la meilleure technologie en plus, mais le but, ça va être de pouvoir trouver des opérateurs qui, eux, vont avoir notre technologie sur place. Puis ça va tout être interopérable, peu importe où à travers le monde. Mais encore une fois, what if que nous, on go out of business, puis tous les opérateurs, les ordinateurs deviennent désuets. Pour mitiger cette situation de crise-là, on a une version de Superback qui est moins sexy côté user experience, mais qui est disponible sur GitHub et qui va make its way dans le bunker de GitHub pour la pérennité technologique de l'humanité. Donc, cette version-là, n'importe qui au monde peut l'utiliser gratuitement, n'importe qui peut la télécharger, elle est signée cryptographiquement aussi, puis elle va rester à la disposition de tous à tout jamais. Donc, évidemment, dans 1000 ans, on veut que ça soit possible de récupérer ces données-là, puis le papier va durer probablement ça. Donc, on pense dans un horizon de 100 ans, puis il y a peut-être une autre question qui s'en vient, puis je vais y répondre de façon proactive. Est-ce que l'informatique quantique est un enjeu pour nous? La réponse est non, parce qu'on n'utilise pas de la cryptographie asymétrique dans le contexte de Superback. On utilise des algorithmes qui sont résistants à l'informatique quantique. On a 2 couches d'encryption quand on crée des systèmes de gouvernance. La couche la moins bonne, ça coûte à peu près 10,5 milliards à brute force présentement. Donc, il faudrait que tu aies un holding hallucinant pour que ça vale l'électricité, essentiellement. Puis quand tu as un système de gouvernance 2 de 3, 3 de 5, 4 de 7, si tu n'as pas le consensus des blocs, you're not getting in. Puis cette technologie-là en question a été développée par un PhD post-quantum aux Netherlands qui a fait la meilleure implémentation au monde de cet algorithme-là. Donc, il y a des centaines, voire des milliers d'heures de recherche qui ont été investies à utiliser les meilleures composantes possibles. Bon, je ne sais pas si quelqu'un d'autre. Ah oui, il y avait une question ici en avant. Si on remplaçait les mots de passe avec l'authentification biométrique, est-ce qu'on peut éviter des problèmes que tu avais soulevés aujourd'hui? Si, par exemple, je décède, est-ce que ma famille peut juste utiliser mon empreinte digitale? Oui. J'adore la question. Ça dépend qu'est-ce que tu fais dans la vie. Pourquoi je dis ça? C'est moi, un vecteur d'attaque duquel je suis soucieux, c'est quelqu'un pour essayer de me droguer pour avoir accès à mon doigt. Right? Je pense que vous êtes des avocats. Peut-être que vous travaillez sur des dossiers sensibles. Je ne pense pas que c'est une bonne idée que vos facteurs biométriques permettent d'entrer dans vos ordinateurs, à part quand vous êtes consciemment devant. Donc, sur mon Mac, puis il y a un épisode sur ma chaîne YouTube pour ça,
Je désactive la fonctionnalité où, quand tu wake l'ordinateur, tu peux rentrer dedans avec la biométrie. Je pense que c'est une bonne pratique. Puis mon iPhone, je ne m'en sers pas pour des données sensibles. Puis mon logiciel de email sur mon iPhone a un PIN. Encore une fois, pour que j'aie besoin d'être conscient, même si je peux rentrer dans mon iPhone avec mon doigt. Maintenant, pour répondre à ta question spécifiquement, faisant abstraction des cas peut-être un peu edgy, là, si tu étais dans un accident de voiture puis ton corps a brûlé, ben, tu n'en as plus de biométrie. Fait que ça, c'est un exemple. Bon. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui... Ben, celle-là, c'était peut-être un petit peu cold, là, je suis désolé, mais... OK, il y a une autre question ici. J'espère que j'enregistre depuis tantôt. Oh, phew. La lumière est rouge, OK. Je veux juste faire du chemin parce que je n'ai pas compris. Justement, si la personne décède, puis que pour rentrer dans son ordinateur, c'était comme nos tablettes maintenant, c'était ton visage, alors on fait quoi? Bien, tous les appareils au monde, que je connais, du moins, permettent de faire un PIN entry. Ça veut dire que si tu mets la mauvaise face trop de fois de suite, ça va te demander un PIN. Maintenant, conseil d'expert, n'utilisez pas un PIN sur vos phones parce que vous êtes peut-être connecté à votre app bancaire. Si vous avez de la crypto, c'est encore plus délicat. Beaucoup d'applications permettent de rentrer tout simplement avec la biométrie parce que c'est facile. Il y a des attaques, puis le Wall Street Journal en a parlé largement, où dans des bars, les gens sont un peu tipsy, ils ont leur téléphone, puis il y a une personne qui spotte le PIN, puis il y a une personne qui vole l'iPhone. Puis après ça, ils peuvent voler une partie de l'identité numérique des gens. Fait que c'est tout le temps mieux de mettre une passphrase, une phrase de passe ou un mot de passe qu'un PIN. Mais tu peux tout le temps fall back à ça quand la biométrie ne fonctionne pas. Un bon exemple, ma mère fait beaucoup de jardinage, puis souvent, ses mains sont trop fuckées, puis elle n'est pas capable de rentrer dans son téléphone. Donc, la biométrie a vraiment ses limites à ce niveau-là. Est-ce quelqu'un qui a une question bonus? De toute façon, je vais être là au cocktail si vous voulez poser des questions de façon discrète. Cool, bien merci beaucoup.